Bienvenue à votre magazine Kiosque Éco, votre rendez-vous de la semaine. Une semaine d'ailleurs marquée par plusieurs informations. On parle ici de l'actualité économique. Oui, c'est notre denrée de tout le jour. Nous vous présentons le résumé de la semaine. 5 sujets prévus au menu. Nous parlerons de la rationalisation des dépenses publiques. Un souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça a été abordé lors du Conseil des ministres. Vous aurez des explications, même le point de vue des différents participants. Nous allons également nous pencher sur le collectif budgétaire 2025 qui est toujours attendu. Que dire aujourd'hui? Nous allons également vous amener dans la province du Nord Kivu. Nous parlerons principalement de Goma et Bukavu, la circulation de ces nouveaux billets. Ces francs congolais, d'où viennent-ils? Que dire du silence de la Banque centrale du Congo? Avant de nous quitter, 2 autres sujets. Nous parlerons également de la création de ce parquet financier. Pour quelle efficacité? Tout le monde sait que la justice pose encore problème, pour ne pas dire une justice malade. Et on va se quitter avec la démolition de constructions anarchiques. Et pour aborder, je ne suis pas seul, comme d'habitude, des visages qui ne sont plus à présenter. Gardi Diana, Amédée Moirabou, Serge Nseka, bienvenue Bakou. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Merci. Merci. Alors on va débuter avec monsieur. Bienvenue. Pas de bienvenue aujourd'hui. C'est quand même la journée internationale de la presse. J'aimerais qu'on ait un petit commentaire avant de passer. Votre point de vue à ce sujet. J'ai une pensée particulière à tous les professionnels de la presse de l'Est qui travaillent dans des conditions difficiles. Déjà avant, les conditions étaient difficiles. Les journalistes congolais vivent dans des conditions difficiles, des conditions d'existence difficiles. Et des conditions de travail également difficiles. Pour avoir travaillé dans les 2 tableaux, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, cette pensée particulière, c'est de dire, chers confrères, demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui, parce que demain, vous allez retrouver la liberté de ton qu'on a toujours eue quand on traitait l'information. Mais aujourd'hui, ils sont dans une situation difficile dans la mesure où de l'autre côté du pays, bon, évidemment, on est en pleine période de négociation, mais ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en homme libre. Au Rwanda, il n'a jamais eu de liberté de presse. Donc, on a juste transplanté cette philosophie du Rwanda dans cette partie du pays et c'est regrettable. Très bien. Alors, commençons avec ce souhait du président de la République, qui ressort d'ailleurs du tout dernier Conseil des ministres. Le chef de l'État revient sur la rationalisation des dépenses publiques. Qu'est-ce qui doit exactement être fait? Puisqu'on en parle depuis un temps, il faut rationaliser, mais on a comme l'impression que ça devient du réchauffé. Qu'est-ce qui doit être fait exactement? Pour bien faire les choses, des rappels sont importants. Le président de la République est en train de rappeler des principes que tout ministre, tout membre du gouvernement, tout celui qui est dans la gouvernance de la chose publique devrait faire, c'est de faire des bonnes affectations. Ça devrait aller au-delà des discours. Comment y parvenir, justement? Aujourd'hui, le président ne peut pas faire autre chose que de taper du poing sur la table et rappeler à tout le monde que ce qu'il faut faire, c'est ça. Maximiser de manière accrue les recettes des trésors publics. J'ai vu la Direction générale des impôts a battu son propre record de l'année 2024. C'est une bonne nouvelle. Et aussi avec des pertes sèches, le manque à gagner imposé par la prise de Goma et de Bukavu, il faut multiplier des initiatives, il faut tout faire pour que les recettes puissent s'accroître. Et il n'y a qu'une solution. Il faut élargir l'assiette, il faut élargir le nombre de contribuables. C'est un travail qu'il faut faire. Et le chef de l'État insiste sur ça. Il faut élargir l'assiette des contribuables. Et le vrai problème de la gouvernance dans notre pays, ça a toujours été ainsi, ce sont les affectations. On peut bien mobiliser, mais quand il s'agit des affectations, souvent, on n'affecte pas dans la production, on n'affecte pas dans l'investissement. Aujourd'hui, malheureusement, la guerre est venue encore exacerber cette situation. On a un peu mis de côté les investissements. Moi, je pense qu'on doit revenir dans les affectations qui favorisent la production et les investissements. Serge Nseka.
il faut rationaliser. Ça devient un vain mot pour certaines personnes. Je pense que dans l'esprit du chef de l'État, il veut résoudre cette équation, répondre à la multiplicité de besoins, surtout en matière militaire, mais aussi, au même moment, gérer la modicité des moyens, parce que, bien venez de le dire, la perte des entrées du côté de l'Est ne joue pas en faveur du gouvernement. Mais exactement, qu'est-ce qui a été fait depuis qu'on avait décrété ce civisme-là, qu'on devait la réduction du train de vie, qu'est-ce qui a été fait? Oui, le chef de l'État est dans son rôle, mais il reviendra toujours avec des initiatives pour essayer de voir des structures à peu près, vous me passerez l'expression, dans nos cabinets, dans nos services, il faudrait que ça vienne du chef de l'État. Ils sont payés pourquoi, ces messieurs du gouvernement? Pourquoi ils ont été élus? Ils n'ont pas un staff qui puisse réfléchir par rapport aux directives données par le gouvernement ou par les chefs de l'État. On a comme l'impression qu'on est en train de faire du surplace. Est-ce que quelque chose a commencé avant que le chef ne revienne sur cette obligation de revoir et même de supprimer des services qui n'apporteraient pas grand-chose par rapport aux besoins? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à la fin, que tout le monde s'y mette et qu'on puisse commencer enfin à donner des signaux. Il ne faudrait pas seulement viser tel service, mais ceux qui sont dans la mobilisation des fonds, des recettes au niveau de la DGI et autres, ils accusent des fois des arriérés des paiements par rapport à leurs primes de mobilisation et autres. Mais on a des services qui sont toujours servis, qui ont toujours le moyen de leur fonctionnement, mais pour quel apport dans le fonctionnement, pour quel apport dans le fait de récolter de l'argent pour le compte du Trésor public, il n'y a pas grand-chose. Il faut résoudre cette équation, qu'on puisse rester dans l'essentiel et ne pas multiplier des services, et comme on en parlera tout à l'heure. Très bien, Gardidiana. Lorsqu'on regarde la lourdeur de la machine, on a comme l'impression que le chef de l'État est le seul à y croire. Puisque tout ce temps où cette bonne volonté, considérée par certaines personnes comme un chapelet de bonne intention, a été rendu public par le chef de l'État, il a dit, j'utilise ce mot, on s'enlise. Qu'est-ce qui se passe? Comment y parvenir? Puisque la méthode ne produit toujours pas résultat. Comment y parvenir? Je veux revenir sur ce que je dis depuis un certain moment, c'est de ne pas être trop léthargique, surtout de la part de la Première ministre. Je pense que le vœu du chef de l'État dans un contexte normal serait un souci d'aller vers une autre dynamique, mais dans le contexte ici, moi je le prends comme étant un regret dans son souci de voir les marges des trésoreries évoluer. Quand on se rend compte qu'on parlait ici de la réduction des trains de vie avec la diminution de ressources de certaines institutions, finalement ça n'a pas grand portée. Pourquoi? Parce qu'on touche au mauvais endroit. Encore une fois de plus, vous ne pouvez pas demander à la tutelle de décider qu'est-ce qu'il faut couper, qu'est-ce qu'il ne faut pas couper. On n'aura rien de bon dans ça. Et dans cette mesure-là, encore une fois de plus, la seule possibilité d'arriver, c'est de laisser libre cours à la Première ministre en fonction des orientations, en fonction des attentes du gouvernement, de décider quelles sont. Vous savez, quand on en parle, les gens ne se rendent peut-être pas compte. Mais j'ai eu la chance d'être dans les institutions, vous verrez, dans un ministère, pour un ministre qui arrive à peine 3 ans, vous créez plus de 18 commissions en interne. Et des commissions où les gens ont des rémunérations qui dépassent leur rémunération de base. C'est ça la réalité là-bas. Ces choses sont faites comme ça sous forme de commissions techniques, mais en réalité, il n'y a rien de technique dedans. Est-ce que pour ça, on a besoin de demander à la même personne qui arrive et qui constitue également un marché pour lui, de pouvoir décider comment les résoudre? On risque d'endormir encore la machine et l'engrenage, on risque de ne pas arriver. Et pour moi, c'est l'éternel recommencement. Comment y arriver? Eh bien, que le chef de l'État mette en place, à la limite, une commission restreinte dirigée par la Première ministre qui décide du sort de certaines commissions après évaluation. Il ne faudra pas aller dans tel ministère, vous avez autant de commissions. Une commission ou une nouvelle structure? Il y a même la difficulté, c'est que même dans les ministères, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qu'il faut supprimer? Dans les structures, il y en a plein. Je me pose la question de qu'est-ce que fait le Conseil économique et social.
jusqu'à preuve du contraire. Moi, je ne vois plus qu'est-ce que ça fait. Je sais que vous attendez que je cite une institution que je ne citerai pas. Mais la question, c'est que qu'est-ce que ça fait? Vous voyez que finalement, on revient sur les mêmes histoires. Et cette institution que je refuse de citer, c'est des millions l'année, ma foi. Laquelle? On aimerait bien vous entendre. C'est-à-dire que c'est le même, problème. Le chef de l'État et on est léthargique. Le chef de l'État a dit qu'il fallait revoir même le fonctionnement de certaines structures. Gardi le souligne tout à l'heure. Voir ce qu'il faut supprimer, nécessaire. Et ça, jusqu'à présent, ça pose problème. Oui. Vous savez... On sent un peu le gouvernement, la patronne du gouvernement, être hésitante à ce sujet. Oui, en fait, vous avez tout à fait raison dans votre question quand vous posiez à Bienvenue Bakou, est-ce que ce n'est pas du réchauffé? En fait, moi je me souviens, après l'occupation de Goma, après les discours du président du 29 janvier, le conseil des ministres qui a suivi, parce que le président a pris un des paragraphes de son discours pour donner instruction, notamment à la première ministre, de lui proposer sous 72 heures des propositions par rapport à la réduction du train de vie des institutions et tout. 72 heures. Mais aujourd'hui, ça fait 3 mois que rien n'a été fait. En fait, même pas en sourdine. Bon, en fait, je n'ai pas très bien compris la communication du chef de l'État quand il dit des mesures additionnelles, urgentes sur la réduction du train de vie. Parce qu'il y en a déjà. Si... Non, non. Parce qu'il y en a déjà. Jusque-là, en théorie, nous savons que le ministre des Finances nous a dit, il y a quelques semaines, qu'ils ont déjà presque bouclé les collectifs budgétaires 2025 et qu'ils devraient déposer. Et dans ces collectifs-là, d'après ce qu'il nous a dit, c'est qu'ils ont opté pour une réduction de 30% de fonctionnement des institutions. Alors, quand le président parle aujourd'hui des mesures additionnelles, est-ce que c'est par rapport à cette réduction de 30% ou bien c'est d'autres mesures? Mais qu'à cela ne tienne, Guy Chungu, j'ai toujours dit ceci. Le problème dans notre pays, c'est que je crois qu'il y a une philosophie politique qu'il faut changer. Depuis toujours, je ne vais pas remonter jusque du temps de Mobutu, mais quand on prend ces 20 dernières années, ces 25 dernières années, la philosophie au niveau du pouvoir politique, c'est que on considère le pouvoir politique comme le partage du gâteau. C'est-à-dire qu'on constitue un gouvernement, non pas par rapport à l'efficacité que ces gouvernements pourraient avoir, mais par rapport, parce qu'on doit gratifier les groupes politiques, les partis politiques, ainsi de suite. C'est ce qui fait que nous arrivons à la réalité telle que les gouvernements ou bien les finances publiques, ils sont là plus pour entretenir l'appareil de l'État, pour ne pas dire les cabinets ministériels. Je vous l'avais dit ici une fois. Durant le premier quinquennat, nous avons dépensé 6,9 milliards de dollars juste pour le fonctionnement des institutions et des ministères. 6,9 milliards de dollars. Et sur les 6,9 milliards de dollars, ce qui était prévu, c'était 4,5 milliards. Un dépassement. Donc, presque 2,5 milliards de dépassement juste pour le fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses de consommation courante. Ce n'est pas des dépenses qui contribuent au développement du pays. Mais on en est là. Le président a parlé depuis le 29 janvier. Aujourd'hui, nous sommes en avril, 3 mois après. Rien n'a été fait. On voit que le gouvernement n'est pas chaud du tout parce que durant les premiers trimestres, il y a eu même dépassement dans les dépenses de fonctionnement du gouvernement. Il y a eu dépassement. Le ministre des Finances a dit que c'est à partir d'avril qu'on va appliquer cette réduction de 30% sur le fonctionnement des ministères. Et jusque-là, je ne sais pas si ça a été... Je n'ai pas lu tous les comptes rendus du conseil du ministre d'hier. Je ne sais pas si le gouvernement a adopté les collectifs budgétaires.
afin qu'il soit finalement déposé à l'Assemblée pour être traité, examiné et voté. Et puisque le ministre des Finances l'a annoncé, et d'ailleurs cette annonce nous permet d'aborder le deuxième sujet, on parle du collectif budgétaire 2025 qui continue à être retardé. Quelles sont les raisons? Monsieur Bienvenu, Bakoumania. Écoutez, le ministre a besoin d'avoir toutes les données, hein, je suppose. Hein, je ne suis pas dans le secret du ministre. Le temps nous est imparti. Oui, je ne suis pas dans le secret du ministre Doudou Famba, mais je suppose qu'il est en train de rassembler un maximum de données pour que le budget rectificatif, le collectif budgétaire à venir puisse refléter la vraie santé de la République en termes financiers. Mais je pense qu'on perd du temps. On perd du temps. Énormément. On perd du temps et moi je ne m'explique pas qu'on puisse perdre du temps. Et je me rappelle, il y a quelques semaines, le ministre nous avait dit, hein, il avait dit que tout était bouclé, que tout était fin prêt. Je ne comprends pas que cela dure. Quelle procédure encore on est en train d'aborder pour que les choses ne soient pas faites rapidement. Le collectif budgétaire est hyper important en cette période où on a perdu 4,5% de recettes prévisionnelles. En cette période où on a une guerre entre les mains. En cette période où il y a même le coût de l'ajustement politique qui est en train de venir. C'est un coût colossal. Il faut que tout cela soit pris en charge et que tout cela soit connu de l'autorité budgétaire, c'est-à-dire l'Assemblée, le Parlement. C'est ça aussi la bonne gouvernance. C'est ça la bonne gouvernance que nous avons décidé d'implémenter dans notre pays. Et cette bonne gouvernance permet à ce que le Parlement puisse veiller, que le peuple puisse veiller sur l'utilisation de son argent. À quel niveau ça doit se jouer pour que les choses soient un tout petit peu activées? Mais je pense que c'est à ce niveau, au niveau du gouvernement, parce qu'il faudrait vous rappeler... le gouvernement dit être prêt. Le ministre des Finances l'a dit, oui, mais prêt, tout en annonçant même le 30% de réduction du train de vie des institutions. Et le fait, il y a un hiatus. C'est-à-dire que l'action ne suit pas. Rappelez-vous que nous sommes la République démocratique du Congo en programme avec la FMI, nous sommes soutenus par la Banque mondiale. Et la gestion des deniers publics est l'un des indicateurs du sérieux, de confiance entre les partenaires. Quand on dit quelque chose que je suis fin prêt, mais le partenaire suit, et qu'on ne le fait pas, qui perd, in fine, nous, en crédibilité. Nous perdons en confiance, même par rapport à la population. On a augmenté la solde des militaires, il y a des avantages qu'on accorderait à certains fonctionnaires ici, mais sans ces documents-là, sans le correctif budgétaire, sans les documents qui doivent le confirmer, qu'est-ce que nous allons expliquer à nos partenaires? Sous base de quoi on procède à ces actes dans le secteur de finances pour expliquer ce que nous faisons? C'est-à-dire, c'est comme si on naviguait à vue, c'est comme s'il n'y avait vraiment pas de gouvernail qui nous conduise vers des objectifs clairs. Donc là, il y a obligation de travailler sur cet aspect-là. Bienvenue parle d'une perte de temps. Moi, je vais plutôt que vous puissiez nous aider à comprendre je parlerai plutôt de l'impact négatif de ce retard sur l'économie nationale. Alors, je ne sais pas vous évoquer de manière très précise l'impact de ce retard, mais moi je pense qu'il y a, à mon sens, deux raisons qui justifient ce retard. Parce que normalement, on devrait boucler l'affaire depuis enfin 30 mars. On est déjà à plus d'un mois. Le premier point, à mon sens, c'est encore une fois de plus le problème dans la coordination de ce travail. Il vous souviendra que ce travail devrait être fait avant pour permettre de répondre à certaines exigences, notamment doubler le salaire des militaires, qui a été fait, mais on a fait les arbitrages avant même que la loi de finances soit corrigée. Et moi, le deuxième élément, c'est je crois qu'il y a des effets anesthésistes de la part des finances, c'est notamment les quelques marges de trésorerie qu'ils ont. Ils avaient besoin de 800 millions pour pouvoir doubler les salaires des anciens pour répondre à cette masse salariale. Ils ont une marge de trésorerie de 675 millions et avec d'autres ajustements, ils se disent bon, que c'est jouable. On peut encore avoir du temps. On peut faire sans collectivité. Non, en fait, pour moi, ces éléments-là sont des effets anesthésistes sur le travail qui doit être fait. Et or, on oublie que ce qui nous attend est beaucoup plus grave que ça. Je ne reviens pas sur les ajustements politiques qui arrivent, mais aussi il ne faut pas oublier que l'État s'engage dans des dynamiques, des agendas au niveau international diplomatique qui exigeraient beaucoup maintenant. Il ne faudra pas qu'on dort sur nos lauriers, sur les quelques marges qu'on a ici qui nous permettent de faire des arbitrages en interne. Et donc pour moi, le plus grand problème, c'est que
est-ce qu'on peut retourner aux éléments de la conférence budgétaire, qui est le boussole justement de ce travail de la loi de finances, permettre au ministère des Finances, le ministère du Budget et la primature de décider sur les priorités? Ça prendra moins de temps que de pouvoir laisser l'arbitrage aux différents ministres des tutelles. Ils vont nous faire endormir, vont tirer les choses en longueur. C'est ça leur spécialité. Et pour moi, les conséquences, c'est qu'aujourd'hui, on risque de se satisfaire de ces contextes et avoir on doit dire que choses à venir. La roue continue de tourner malgré ces effets anesthésistes, comme vous le dites. Vous venez de le dire, on a l'impression que la vie continue. Ça n'impacte pas négativement l'économie nationale. Comment ça n'impacte pas? En fait, Guichon, même les gens sont payés régulièrement, la retourne. Donc on ne sent pas l'urgence derrière ces collectifs qui doivent être déposés, validés. On n'a pas su payer convenablement les fonctionnaires de l'État. C'est déjà la première conséquence. Guichon, je pense que si nous avons tous le même entendement du discours du président du 29 janvier, nous dirions que, en fait, après ces discours-là, la RDC devrait changer des caps sur la gouvernance générale. On devait changer de paradigme. On devait dire, en fait, ça devait être une nouvelle république qui naît dans la gestion de la chose publique. Ça devait être ça. Le collectif budgétaire, ce n'est qu'une des conséquences, au fait. Mais il s'est fait qu'on continue sur la même base. En fait, le problème, c'est quoi, Guichon? C'est que même le président est revenu sur ça même au cours du Conseil des ministres d'hier. C'est-à-dire, on réduit les charges pour permettre à l'armée d'avoir suffisamment de moyens. Mais moi, je vous dirais que la première chose à faire, la plus simple, pour dégager suffisamment de marge, c'est par exemple diminuer, même à la moitié, la taille du gouvernement. Vous savez, cette année, les fonctionnements des ministères, ça va coûter 697 millions de dollars. 697 millions de dollars. Alors, quand vous prenez 697 millions de dollars, vous divisez par le nombre de ministères qu'il y a indistinctement, ils sont 54, vous verrez que ça fait 14 millions par ministère. C'est beaucoup. Ça veut dire que si vous supprimez 25 ministères, par exemple, ça veut dire que c'est plus ou moins 300 millions de dollars des gains que vous dégagez dans une année. C'est aussi banal que ça. Alors, quand on n'a pas cette volonté, apporter des solutions sans pour autant attendre le collectif budgétaire. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement des crises dont on a parlé, dont on annonçait, il devrait déjà être là et ça permettrait d'avoir un gouvernement suffisamment réduit et ça permet de dégager surtout des millions qu'on peut affecter, notamment à la guerre ou aux dépenses ou à d'autres dépenses publiques. J'ai regardé la structure de dépenses du gouvernement jusqu'au 25 avril. Sur les 2,9 milliards de dollars qui ont été dépensés, vous savez combien ont été dépensés dans les investissements? À peine 220 millions. C'est-à-dire moins de 10%. Ça veut dire que tout ce que nous amassons là, regardez, tout ce que nous amassons, on investit dans le fonctionnement, dans les fonctionnements, voilà, dans le paiement de cabinets ministériels et pour le développement, c'est moins de 10%. Alors, avec une telle structure de dépenses, comment est-ce que le pays va évoluer, mon cher Guichon? C'est pourquoi j'ai dit, d'abord, c'est la volonté politique. Si on veut changer les choses, d'abord, la taille du gouvernement, on réduit sensiblement, puisque la taille qui est là, c'est pour des raisons tout à fait politiques. Vous savez, en Égypte, il y a un gouvernement qui gère un budget de 130 milliards de dollars. C'est le budget 2025 de l'Égypte. Mais ce budget est géré par 30 personnes. Le gouvernement égyptien, c'est 30 personnes, y compris le Premier ministre. L'Égypte n'a pas les mêmes réalités que le Congo. Non, mais quelle réalité? L'Égypte a les moyens, puisqu'ils ont un budget 8 fois. L'Égypte est très avancée, le Congo vit encore au bas-fond. Ils ont un budget 8 fois que les nôtres. Mais ils ont un gouvernement presque... Au 24e niveau du sous-sol, le problème de Congolais... C'est pourquoi je dis... C'est la... En fait, en fonction de votre capacité. Vous ne pouvez pas voir... Justement. Celui qui a le plus de pouvoir d'achat dépense moins que vous, ou encore a une composition gouvernementale moins faible que vous qui n'en avez pas assez. C'est ça le paradoxe.
Quand on a 100 et quelques milliards, on peut se permettre d'avoir un gouvernement échelonné. Exactement. Mais quand on a un budget à peine de 16 milliards, faites avec ce que vous avez. La question qu'on pourrait se poser par rapport au problème qu'Amédée pose, si on réduisait le gouvernement de moitié, est-ce qu'on réduirait également l'argent, le moyen, parce que rien n'est garanti. Rien n'est garanti. Oui, en théorie, oui. Mais est-ce que, en réalité, on réduirait aussi l'enveloppe? C'est ça la question. Pas forcément. Directement. Quand vous avez un gouvernement de 54 personnes et du jour au lendemain, vous avez un gouvernement de 28 personnes. Ce n'est pas aussi automatique parce qu'il y a des ministères qui passeront comme service et qui seront attachés aux ministères qui resteront là. Donc, il y aura toujours une charge. Non. Il y aura toujours un personnel qui pèserait d'une certaine façon. Ça ne garantit pas nécessairement réduire le gouvernement, on résout le problème de l'enveloppe. Très bien. Je dis pas nécessairement. Non. Nécessairement. Il y a un impact direct. Rapidement, puisque j'aimerais qu'on prenne du temps pour parler de la réalité est de simple. Goma. Parce qu'il y a eu une charge. On a un gouvernement 54. Si aujourd'hui on décide de réduire le gouvernement pour des raisons d'économie, on suppose qu'on doit dégager une marge, la moitié comme Amédée le dit. On peut rationaliser. Maintenant, après, le problème, c'est là où il invoque, le problème, c'est que comment on l'affecte. Est-ce qu'on aura les garanties que l'argent dégagé de la réduction du gouvernement pourra cette fois-là résoudre le problème voulu au niveau de la guerre? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais dans les calculs d'Amédée, la logique, c'est que puisqu'on est dans la dynamique de réduction des trains de vie, si on doit réduire le gouvernement, c'est pour avoir cette marge-là et aller mettre là où on veut, notamment dans les efforts de guerre. C'est une logique simple. Sentez-vous, le gouvernement, vous allez compléter, je commence par la question, vous allez compléter en chérissant aussi à ce que Gardi vient de dire. Sentez-vous le gouvernement être dans une logique urgente en ce qui concerne le collectif budgétaire 2025? Non, j'ai dit tout à l'heure qu'on perd le temps. Je ne veux pas me contredire. Il faut qu'on accélère le rythme. Le ministre nous avait promis que tout était fin prêt. Il faut qu'on passe à la phase exécutoire. Ça, c'est le conseil que je peux porter au gouvernement aujourd'hui. Mais c'est aussi juste dire qu'il y a eu un train de mesures qui a été pris. Il ne faut pas nier tout parce qu'il y a eu des choses qui ont été faites. Il ne faut pas qu'on donne l'impression à l'opinion que rien ne se fait. Les retombées directes de ces mesures. Aujourd'hui, les membres des cabinets ministériels, ils ont vu 30% de leurs revenus être supprimés. C'est déjà... Ils n'en ont plus, ils ne gagnent plus ça. Donc, on pas le revenu, le frais de fonctionnement. Mais le plus important... C'est déjà opérationnel. Il faut poser la question si la direction des cabinets voyait ces frais de fonctionnement. Non, le plus important pour moi, c'est le geste. Le plus important pour moi, c'est de dire on peut avoir 100 ministères, mais si l'enveloppe consacrée au gouvernement ne change pas, ça c'est un problème. Mais si on peut réduire l'enveloppe qu'on consacre au gouvernement, on peut avoir 100 ministères, ça ne poserait aucun problème du moment où l'enveloppe, elle, a diminué. Et donc selon vous, ce n'est pas un problème de nombre de ministères ou de taille du gouvernement, c'est plutôt l'affectation d'argent. C'est plutôt l'enveloppe qu'on affecte à ça. Alors, une parenthèse. Rapidement, on doit boucler la boucle. En chiffres, en 2020, le fonctionnement des ministères coûtait au Trésor 333 millions de dollars. 333 millions de dollars en 2020. En 2025, le fonctionnement des ministères, ça coûte 697 millions de dollars. Ça a doublé. Ça a doublé. Alors que en 2020, c'est le gouvernement Ilunkamba. Allez voir, vous verrez que c'était un gouvernement beaucoup plus costaud. Pourquoi a-t-on doublé les fonctionnements des ministères? 64, c'était 69. Voilà. 64, 67, je crois. Des réponses. Voilà. Mais quand on fait du gouvernement comme des trophées que nous devons gagner parce que nous avons gagné les élections, parce que nous avons soutenu le chef de l'État, notre parti politique, notre plateforme, nous avons droit à ça, mais ça va nécessairement avec des, je dirais, des avantages attendus. On nomme pas les gens, on nomme pas de gens parce qu'ils ont été compétents. On nomme des gens parce qu'ils sont dans une majorité qui a gagné des pouvoirs. On se partage des pouvoirs. Ça, c'est une réalité. Mais c'est pas ça. Justement. Ça répond pas à la question. Est-ce que c'est logique? J'essaie d'expliquer le pourquoi. Il explique le pourquoi du déplacement. La question des politiques je ne résous pas les sur la problèmes. qualité d'homme, mais pas sur le budget de l'institution. Il y a une nomenclature établie.
Le problème de casting répond aux questions de la valeur, de la qualité des animateurs, pas sur la question de ressources. Non, c'est pas un argument pour cette Sur réponse-là. le plan typiquement moral, quand on dit que nous, c'est notre pouvoir parce que nous avons participé, nous avons eu droit. Je ne voudrais pas rentrer dans des exemples qui nous amèneraient. Si on revendique. On ne décide pas de combien on va se faire. Si je revendique que je dois avoir droit au chapitre parce que je participais au succès, c'est-à-dire ça va avec des avantages. Et moi, je peux exiger. On a vu des ministres refuser d'occuper le bureau à l'immeuble intelligent au motif que ça ne leur convenait pas. Et ça s'est passé ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans des exemples qui nous amèneraient un peu plus loin. J'ai dit à un certain moment qu'un certain réalisme voudrait qu'on fasse les choses comme il se devait. On a participé au succès, mais cela ne nous donne pas des avantages outre mesure de manière à faire souffrir Très bien. le denier public. Vous ne voulez pas aller trop loin, mais moi je vais me permettre de vous amener plus loin. On va se retrouver à Goma principalement et à Bukavu. Et c'est notre troisième sujet. On parle de la circulation à Médé. J'aimerais d'abord commencer avec vous. La circulation de ce billet neuf. Franc-congolais dans la ville, Goma-Bukavu, observé depuis un temps. Votre réaction à ce sujet? Est-ce que la BCC a une part de responsabilité? Écoutez, bon, la question, vous dites si la BCC... Elle est deux dans une, hein. Elle est deux dans a une. une part de ses responsabilités. Elle est deux dans une. Écoutez, allez-y. C'est vrai qu'il y a des informations que nous avons reçues des personnes qui vivent à Goma et à Bukavu qui attestent qu'ils voient de plus en plus de nouveaux billets en circulation. Ça, c'est un fait. Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que est-ce que ces billets-là sont faux ou vrais, mais le constat est celui-là. Et je remarque aussi, puisque vous demandez ici qu'en est-il de la responsabilité de la Banque centrale. En fait, la Banque centrale, c'est le régulateur, c'est l'autorité monétaire. C'est l'émission des billets des banques, ça relève de la Banque centrale. Et malgré ces constats que nous faisons, mais on remarque que la Banque centrale est restée muette. La Banque centrale, les autorités de la Banque centrale, ils ne communiquent pas, nous ne savons pas d'où viennent ces billets. Est-ce que c'est des vrais billets? Est-ce que c'est des faux billets? Mais qui sont en circulation. En principe, les autorités de la Banque centrale devraient éclairer la lanterne de la population par rapport à ça, pour nous dire de quoi il en est exactement. Dès lors que la Banque centrale n'a pas encore dit si on a dévalisé ces coffres ou pas, voilà, on ne saura pas, on pourra que suppiter. Très bien, et ces silences se rallongent de plus en plus. On l'a constaté avec notamment la situation de Cadeco, vous vous en souvenez, on en a parlé ici. Aujourd'hui, notre situation, encore un silence. Je me pose la question ouvertement, je voudrais qu'on en parle à haute voix. Quelles seraient, la question qui arrive, les retombées négatives de cette circulation de, on va se permettre de le dire, de faux billets dans la ville, puisque rien n'atteste que ce sont de vrais billets. Je suis presque catégorique à dire que ce sont des faux billets. Parce qu'on a vécu dans ce pays et à une certaine époque, avec le nouveau Zaïre, nous avions vu un avion atterrir à Mbandaka avec des billets neufs qui venaient d'Argentine, à l'époque de Kengwadondo. Des billets Zaïre. Oui, des nouveaux Zaïre. Et les mêmes acteurs ne sont pas, ils sont encore là. Ils sont encore vivants, ceux qui étaient impliqués dans ça, les canafères, je ne citerai pas d'autres noms des Congolais, etc. Donc, je crains que les rebelles, et les rebelles, il ne faut pas leur demander l'éthique, les rebelles ont recouru à de telles pratiques. Et aujourd'hui, on est face à des billets qui ne sont pas contrôlés parce que les coffres forts de la Banque centrale sont restés jusque-là intacts. Nous avons nos sources sur place à Goma. On n'a pas forcé les coffres forts de la Banque centrale. Donc cet argent vient d'ailleurs. Alors la grande question, c'est là la vraie question, et c'est là que nous, en tant que citoyens, en tant que citoyens vigilants, c'est de poser la question à la Banque centrale, pourquoi ce silence? Et c'est aussi de poser la question à nos élus.
Mais nous, on n'arrive pas à faire parler la Banque centrale. Ça paraît comme un fait anodin, la Banque centrale interpellée. Oui, la Banque centrale s'est calfeutrée dans un silence inexplicable sur toutes les questions importantes qui concernent l'économie du pays. Hein, la Banque centrale ne se prononce pas. C'est aussi une manière de gérer les affaires. Mais moi, je pose la question à nos élus, parce que là, ils ont des comptes à rendre à nous. Pourquoi est-ce que vous ne posez pas la question à la Banque centrale? Que les députés et sénateurs se saisissent de la question. Il y a des billets en circulation à Goma et à Bukavu, des billets neufs. D'où viennent-ils? C'est une question pertinente. Nous avons besoin, les Congolais ont besoin des réponses. Moi compris, j'ai besoin d'avoir des précisions parce que c'est incertain. Parce que demain, s'il s'avérait que ces billets-là sont des faux, c'est des revenus des gens vont perdre leurs revenus. Ils vont perdre de leur argent parce qu'ils ont entre les mains des billets contrefaits. Les députés doivent interpeller la tutelle ou la banque centrale. Non, directement la banque centrale. La banque centrale, du fait de ses objectifs, de sa mission, la responsabilité même de communiquer, de tirer la sonnette d'alarme, pas seulement pour se dédouaner, mais pour protéger la population. Donner la bonne information. Définir une méthodologie, une manière d'être par rapport à cet argent-là, qui à la fin va créer une masse importante de francs congolais, qui va tuer le pouvoir d'achat de population de l'Est, qui va ne faire qu'aggraver la misère. Mais aussi, il y a la responsabilité de ceux qui sont sur terrain, qui sont de fait en train de gérer la partie Est du pays. Cela ne peut pas se faire sans l'implication des autorités, entre guillemets, des lieux. Alors, je me dis, sont-ils congolais? Sont-ils politiques? Ils ont vraiment un objectif à suivre par rapport au bien du Congo, des Congolais, ou ce sont des gens qui sont allés à l'aventure pour gagner? Et de plus en plus, en voyant ce qui se passe là, ma pensée, mes conclusions pencheraient vers l'aventurisme. Des gens qui sont venus pour chercher à gagner, ils gagnent dans le minerai, mais maintenant, ils sont en train de brader la monnaie, ce qui est une infraction, et parce que n'oubliez pas que la monnaie, c'est un des attributs de la souveraineté d'une nation. On ne peut pas toucher à la monnaie impunément. Personne n'a le droit, même si les DG venaient de le dire, on a vécu ça. Et je suis en train de craindre que les oiseaux des malheurs puissent rôder dans ces coins-là, en complicité avec les autorités des lieux, pour tuer l'économie, pour tuer les Congolais. Gardien, certains observateurs pensent que l'Est de la RDC, on parle des finances, d'économie, de ces coins du pays, en termes de circuits financiers, est en train d'échapper au contrôle de sa tutelle, donc la Banque centrale ou le ministère des Finances. Votre réaction? Et comment faire pour récupérer ce contrôle de ces circuits financiers, bancaires, bien sûr? Pour récupérer le contrôle de circuits financiers, il faut récupérer le contrôle administratif. Aujourd'hui, cette partie fonctionne comme... Il n'y a pas de contrainte via la banque pour que les choses soient un tout petit peu on est dans un contexte canalisé. On est dans un contexte de rébellion. Ouais. Ça veut dire que les gens en interne, vous savez, ceux qui ont eu la chance de lire Sun Tzu, vous verrez qu'il faut éviter qu'on arrive à l'énergie du désespoir. Il faut organiser cette société-là, mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de lien de contact avec le gouvernement central qui risque d'être un élément de renseignement. Je l'ai dit dès le départ, on est dans un contexte de guerre. Ils chercheront à réorganiser l'économie en interne. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement a opté pour l'interdiction formelle de toute forme d'interaction financière dans cette zone-là, ce qui fait que ces gens-là sont dans une condition bonne ou mauvaise pratique. En tout cas, j'aime pas m'ériger en donneur de leçons. C'est pas bonne ou pratique, j'ai pas toutes les cartes pour pouvoir évaluer le chose et me dire quelle serait la meilleure méthodologie maintenant. Mais ce qu'on constate, c'est que ces gens-là ne répondent que parce qu'il y a quand même une population en interne. Est-ce qu'ils n'ont pas été poussés justement par cette décision du gouvernement interdisant les Vous risquerez de m'amener à un moment où je prendrai la posture de quelqu'un qui justifie ce qu'ils sont en train de faire et je ne veux pas tomber dans cette posture-là. Ce qu'ils sont en train de faire est illégal aujourd'hui parce que tout le monde le sait que la monnaie dans ces trois fonctions, s'ils peuvent permettre aux gens en tant que valeur des transactions d'utiliser ou valeur de compte, oui, mais dès lors que cette monnaie ne répond pas à la valeur de réserve, c'est vous détruisez l'économie. Non seulement des individus, mais même de l'espace géographique. Et entre-temps, le danger qui guette la population. Le danger, c'est complètement détruire. En utilisant ces faux billets contrefaits, ouais. C'est détruire l'épargne et l'économie de chaque citoyen ou de chaque entité économique de cette zone-là. C'est ça le grand danger.
C'est pourquoi vous verrez qu'ils ont tenté pour la première fois d'aller dans le circuit normal en ouvrant la Cadeco, ce qui n'a pas marché, le gouvernement n'a pas opté, ils ont décidé de passer par des voies. Difficile de dire si c'est de faux ou de vrais billets, on en saura peut-être un peu plus dans les jours à venir, mais dans le contexte que dès lors que ce n'est pas des billets de banque émis par l'autorité monétaire qui est la Banque centrale, donc on est en droit de douter de ces billets-là. Mais dans le fond, je pense qu'il faut trouver un autre moyen. La question, on parle certes des questions de finances, mais parlons de la question de l'éducation. Comment on a fait pour maintenir l'éducation de la population à ces niveaux-là? Est-ce que l'État a interdit les écoles de fonctionner? Ça, c'est une question que moi je pose et je pense qu'à un moment donné, parce que l'autre danger aussi, c'est que, c'est vrai, c'est une zone sous occupation, mais l'interconnectivité des espaces économiques existe. Il est possible que tout ce qui se passe dans cette partie-là affecte les marchés environnants. Bien sûr. Et ça peut avoir un impact on va créer de doutes sur la valeur monétaire de billets et que finalement ça risque de s'enliser et nous créer trop de problèmes. Donc à ce niveau-là, il faut qu'il y ait une réflexion profonde à ce niveau-là et décider comment faire. Et surtout qu'on sait qu'on est dans une dynamique pour trouver une solution. Est-ce que la stratégie du déni de la politique de la chaise vide va nous aider? Ça, moi, je ne sais pas répondre. Est-ce que ça peut avoir des retombées immédiates sur Kinshasa? La situation dans l'Est de la RDC, on parle de ces faux billets qui circulent et tout. Puisque Gardi a dit, il y a encore une connexion qui sévit jusque ce matin. Oui, il faut craindre justement. En fait, il faut le dire clairement, c'est que le gouvernement a pris l'option de ne pas collaborer avec les occupants. C'est pourquoi, dès qu'ils ont occupé Goma et Bukavu, on a coupé le fonctionnement de la Banque centrale et de tous les réseaux bancaires. Et ce qui met en difficulté, en tout cas, les occupants à pouvoir diriger cette partie-là, puisque c'est quand même des villes de plus de 1 million d'habitants. Il y a une économie quand même assez forte qui est autour des mines et autour du commerce dans ces deux villes-là et qui fait que, voilà, c'est vrai que nous avons des Congolais qui sont là-bas, ils ont l'argent bloqué dans les institutions financières et autres, mais le gouvernement a pris cette option-là de ne pas faciliter la tâche aux occupants en permettant à ce que les systèmes financiers puissent fonctionner. Le contraire est onéré en tout cas. Donc, je crois que moi, je suis pour cette position de fermeté du gouvernement, mais c'est qu'il ne faudrait pas que la situation-là perdure. C'est pourquoi il faut tout faire pour récupérer ces deux villes et instaurer l'ordre de Kinshasa. Alors, notre quatrième sujet me permet de commencer avec une passerelle. Le chef de l'État annonce la rationalisation des dépenses publiques, notamment en réduisant le train de vie des institutions ou carrément éliminer certaines autres institutions plutôt, qui sont budgétivores. Entre-temps, on annonce déjà la création d'un parquet, j'ai dit on annonce, un parquet financier qui va devoir fonctionner avec de moyens. Et ces moyens, nous en avons besoin. Est-ce nécessaire? Monsieur, bienvenue, Bakoumania. Non, le parquet financier, c'était une nécessité. C'est même une urgence. C'est même une urgence si on veut réellement dire à la face, rassurer le monde des affaires qu'aujourd'hui, la corruption, nous luttons contre la corruption. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a le deal avec les États-Unis qui est en gestation. Il faut rassurer les partenaires, les investisseurs qui vont venir. Ils vont mettre leur argent, on parle de 500 milliards de dollars, c'est beaucoup sur 15 ans, mais c'est beaucoup d'argent qu'on va injecter. Il faut rassurer les investisseurs qui viendront que cet argent n'irait pas dans les poches des individus. Toutes les autres structures qui existent déjà ne rassurent pas, non. Selon vous. En tout cas, depuis toujours. L'inspection générale des finances, la Cour de comptes. Laissez-moi vous répondre. Ah ben oui, justement. Laissez-moi vous répondre. L'inspection générale des finances a toujours plaidé pour la mise en place de ce paquet. La Cour de compte également. La Cour de compte, c'est même une cour elle-même. Elle a son fonctionnement qui est différent. Elle a sa manière de traquer. Mais le parquet financier, voulu d'ailleurs par l'inspection générale des finances depuis toujours, c'est parce que quand on vient avec des dossiers, des dossiers de corruption, les magistrats des cours et tribunaux qui ont été formés sur le droit général n'arrivent pas à comprendre les subtilités. Les liens et Voyez seulement comment la Cour constitutionnelle est en train de patauger dans les dossiers Boukangalonzo.
Ou le procès sans jour. Donc, ou le procès sans jour. On est allé dans des crimes intellectuels. On a trouvé des mots grammaticaux pour justifier un fait alors qu'il y a apostrophe. Il y a des choses qui se font, ce sont des comptables, des experts comptables expérimentés qui peuvent déceler que quand on passe l'écriture de cette manière-ci, c'est la fraude, etc. Et ce parquet-là aura justement cette mission-là de poursuivre et d'arrêter, parce que c'est un parquet, hein, il pourra maintenant se saisir des gens. Parce que souvent, quand l'IGF fait ses rapports, c'est a posteriori, l'argent a déjà été dilapidé. Ben, on va peut-être coffrer le criminel économique pendant quelques mois, mais il a des maisons en Europe, il y a des maisons partout dans la République. Alors, il y a quand même une petite réalité qui me revient à l'esprit et je voudrais la reformuler comme une question. Nous connaissons tous la situation de la justice dans ce pays et le chef de l'État l'a décrié plus d'une fois, le ministre d'État, le ministre de la Justice l'a également dit et moi je me permets de paraphraser, la justice est malade. Et face à cette justice malade, pensez-vous que ces parquets pourra tenir et produire des résultats attendus? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire sans vouloir aller contre le propos de Bienvenue. J'ai dit, nous avons des structures qui existent. Vous les avez si bien citées. Nous avons l'IGF, Cour de compte. Qui a d'ailleurs un parquet. Qui a un parquet en sein qui peut faire le opérationnel. Travail. Même Conseil supérieur du portefeuille qui a aussi ce travail de contrôle. Qu'est-ce qui a été fait? Quels sont les moyens qu'on donne à ces structures-là? Et que le nouveau parquet apporterait quoi? C'est vrai qu'il y a nécessité, il y a besoin, au vu de tous les dégâts que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Mais qu'est-ce que l'élément nouveau sera lequel si déjà dans le fonctionnement normal, on sent que ces structures sont impuissantisées, vous me passerez l'expression, qu'ils sont là, ils font de la cosmétique, et ils ne fonctionnent pas à fond, ils ne vont pas à fond, même l'IGF, des fois, la structure essaie d'aller à fond des dossiers, mais des fois, c'est bloqué, il y a même des gens qu'on ne peut même pas toucher. Des dossiers qu'on ne sait même pas ouvrir. Alors, on voudrait être rassuré avec la maladie de notre justice, ces infirmités, que la structure qui arrive avec des techniciens sera différente des autres, et sinon, ça sera bis repetatis. Gardi Diana, on va se permettre d'accepter cette proposition de la mise en œuvre de ce parquet parce que les autres structures ayant les mêmes attributions ont échoué ou parce que c'est nécessaire? En tout cas, j'insiste sur cette question. Je comprends votre question, Guchou. Ici, le besoin de la réflexion, c'était d'aller au niveau de pénaliser les crimes de détournement et autres. Pourquoi? Parce que quand vous regardez même le code pénal, la question sur le détournement des biens publics sont des questions d'ordre général. Et pour moi, mettre en place ce parquet financier reviendrait également à faire évoluer le code pénal. Là, c'est le législateur. Justement, c'est le législateur. Le besoin ici est de donner aux hommes de droit la possibilité de savoir parler le langage financier et savoir déterminer qu'est-ce qui est une faute, à quelle hauteur, pour quelle sanction. C'est une bonne chose. On veut faire comme la France. Mais moi, j'ai une question qui rentre dans votre inquiétude. Jusqu'à la dernière nouvelle, j'ai appris qu'au niveau de la Cour des comptes, il y a un parquet financier près de la Cour des comptes. La question, c'est pourquoi ce parquet ne peut pas répondre à cette exigence? Et c'est la question que je posais d'ailleurs à Serge Nseka. Est-ce qu'ici, on n'est pas dans des considérations un peu plus politiques de pouvoir vouloir créer une juridiction détacher et affaiblir un peu l'autre? Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Depuis la montée en puissance de l'IGF, la Cour des comptes est sous le paillasson. Pourtant, c'est deux institutions qui doivent travailler de manière complémentaire. Et on a même vu ici des conflits entre le deux. La Cour des comptes, c'est un Pourtant, corps. il n'y a pas de chevauchement. C'est un corps. C'est un corps, c'est la suite du travail a posteriori de l'IGF pour engager, aller dans les orientations juridiques. On a même assisté à des conflits entre les différentes institutions. Les rapports de ces deux différentes institutions. Maintenant, la question, c'est si on a assisté à des conflits ici entre la Cour de compte et l'IGF, ce n'est pas un secret. On a assisté ici à des escalades verbales, ce n'est pas un secret. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne rentre pas dans des considérations de créer une juridiction pour faire taire
une autre. Cour de compte. Je ne sais pas. Ce n'est qu'une question de forme. C'est une question de forme. Donc, pour moi, je reviens sur la nécessité. Vraiment, ce contexte-là, il faut que la justice congolaise soit à même de pouvoir parler les langages financiers, savoir déterminer par A plus B les infractions, parce que c'est parmi les crimes le moins punis chez nous. Mais le problème, c'est que dans la forme, pourquoi ne pas tenter une expérience avec le parquet financier pris la Cour de compte pour pouvoir activer les choses? Vous donnez tous ces moyens. Non, non. Amédée va parler rapidement. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Ouais. La Cour des comptes fonctionne. Ouais. Hein, ce n'est pas parce qu'elle fait beaucoup de publicité comme l'IGF. Elle fait pas. Non, la Cour des comptes ne fait pas de publicité comme l'IGF. Ouais. L'IGF se permet de parler de ce qu'elle fait à temps et à contre-temps. Selon Gardi, elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. Non, non, la Cour L'IGF a pris les dessus et les sous la Cour des comptes fonctionne normalement. Il faut demander aux mandataires, ils défilent à la Cour des comptes. Il y a des procès qui sont organisés à la Cour des comptes. Le problème avec la Cour des comptes, c'est qu'ils ne communiquent pas comme l'IGF. Et ça ne sert à rien de communiquer comme l'IGF. Ils font leur travail, il y a des gens qui sont sanctionnés. Ça suffit. Ils ne sont pas là pour faire. Il y a des gens qui sont sanctionnés, oui. Oui, la question c'est pas parce que ça ne vous est... C'est que le travail. Si ça ne vous est pas arrivé, ne dites pas que ça n'existe pas. Non, je sais arrivé à Je sais que ça existe. Non, Je sais que cette cour fonctionne, mais pas en plein régime. C'est un mandataire qui vous parle. Quand le procès, excusez-moi Amédée, le procès est organisé, c'est aussi pour que le procès a toujours été public. Pourquoi la Cour de compte ne rendrait pas public non, il y a eu un procès en direct de la RTNC. Mais en direct de la RTNC. Un seul. Et IGF a géré combien de dossiers que nous connaissons? Pourquoi l'autre structure aurait tout le moyen de s'exprimer et d'autres non? Non, je pense qu'à un certain moment, la Cour de compte une certaine équité a fustigé certaines postures de l'IGF. Une certaine équité, aidée parce que en dernier ressort, c'est la population de savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait et donc, si je comprends bien, si on veut le gérer de manière occulte, vous n'êtes pas d'accord avec la création de ce parquet financier du moment où la Cour de compte, du moment où la Cour de compte a déjà un parquet qui ne fonctionne pas, qui ne donne pas, qui peut être qui n'attend pas cette Amédée Moirabou, vous allez revenir. Non. Amédée d'abord, vous allez revenir. Non. Amédée Moirabou, on va revenir à vous. Voilà, allez-y. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, bon, déjà, je crois que le parquet de la Cour des comptes, il est cloîtré à ne juger que les fautes de gestion. Et pourtant, ici, le parquet financier, c'est pour traquer tous les criminels économiques et financiers. Donc, et la direction de l'ANER qui s'occupe aussi de... Ça sert à quoi? Ça, c'est mais ça, c'est du... le renseignement. C'est sur le renseignement. Des services autour du même sujet. Ce que je veux dire, c'est que, il est un fait, c'est que, vous savez, l'ancien ministre de Justice le disait, Luzolo Bambi disait chaque fois que la République démocratique du Congo perd chaque année jusqu'à 15 milliards de dollars. Tolérance zéro. Voilà. Alors, je connais même le professeur Ambroise Boukassa qui a écrit un gros livre sur la corruption, qui lui aussi situe jusqu'à 12 milliards de dollars de pertes dues à la corruption et au détournement et tout. Donc, il y a ces besoins-là d'avoir tous les outils nécessaires pour traquer les criminels économiques, nous les avons les pas, criminels selon vous. Financiers. La RDC En tout cas, les parquets pas financiers, selon les initiateurs de cette initiative, en tout cas, ils veulent qu'il y ait un parquet spécialisé pour traquer justement les criminels économiques et tout. Donc pour ça, moi je dis, j'attends voir, puisque les grands challenges pour ces parquets financiers... Le parquet financier attaché à la Cour des comptes ne fait pas ce travail de suivre et de traquer les criminels économiques. C'est une question ouverte. Le parquet de la Cour des comptes, je l'ai dit, je viens de le dire, il ne juge que les fautes de gestion. C'est pourquoi là-bas, vous ne verrez que les comptables publics et les mandataires. Il n'y a que ces deux-là qui sont jugés au parquet de la Cour des comptes. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose avec le parquet financier qu'on veut créer là. C'est tout à fait des choses différentes. Et puis, qu'est-ce qui était mieux pour vous?
modifier le texte ou créer une structure? Bon, je ne vais pas entrer dans les ça c'est un problème des experts. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire, parce qu'ici, j'ai entendu dire la Cour des comptes ne fait pas son travail, l'autre travaille. La Cour des comptes n'a que 60 juges. Pour vous donner une comparaison, la Cour des comptes de l'Afrique du Sud a 2000 juges. Les 60 juges de la Cour des comptes, il doit y en avoir moins parce que dernièrement, il y a eu des mises à la retraite, ne sont qu'à Kinshasa. La Cour des comptes n'est pas établie dans toutes les autres provinces. Et pourtant, elle devait être installée dans toutes les provinces. En fait, ce qu'il faut comprendre, elle ne fonctionne pas convenablement. Justement, ça, je peux le dire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, bienvenue, la Cour des comptes n'a pris qu'à peine 3 arrêts. 3. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 jugements, à peine. À peine. Donc, elle n'a pas bien fonctionné. En tout cas, durant les 18 ans de l'ancien régime, c'était une cour qui était muselée. Parce que pour financer, pour permettre à ce qu'un organe de contrôle puisse avoir tous les moyens de vous contrôler, il faut déjà avoir cette disposition à accepter ces contrôles-là. Et vous comprenez pourquoi, depuis des années, la Cour des comptes n'a pas reçu les moyens nécessaires pour se déployer et faire correctement son travail. Alors, c'est pourquoi je voulais dire que, autant on veut créer un parquet financier pour traquer les criminels économiques et autres, autant il faut renforcer les organes de contrôle qui existent, que ce soit la Cour des comptes, que ce soit l'inspection générale des finances. Même l'IGF n'a pas suffisamment d'inspecteurs financiers pour faire tout le travail qu'ils sont appelés à faire. C'est pourquoi je pense que le gouvernement devait faire en sorte que la Cour des comptes puisse avoir suffisamment de moyens pour s'étendre en province et surtout créer nommer des nouveaux magistrats pour... En ce qui concerne la Cour des comptes, durant tous les mandats du président Kabila, on attendait l'instauration de ce parquet-là, ça n'a jamais eu lieu. C'est avec le président Kabila qu'ils ont commencé. C'est comme si... Avec le président Tshisekedi, autant pour moi, que cela a pris corps. Mais avec quels moyens? C'est comme si on veut une chose de son contraire. On ne voudrait pas pousser la Cour de compte pour faire son travail. Créer une structure parallèle, c'est continuer à affaiblir la Cour des comptes, qui peut avoir dans ses prérogatives ce qu'on veut accorder dans ce parquet-là. On n'a rien contre, mais on aimerait voir ce qui existe, Amédée l'a dit, fonctionner quand même avant de créer d'autres, quoi. Très bien. Alors, on doit finir cette émission avec notre dernier sujet. Ça sera en quelques minutes. On parle de la démobilisation, plutôt la démolition de constructions anarchiques. Nous avons vu le gouverneur Bumba prendre des décisions sévères et tourner le dos, accepter de supporter les larmes des Congolais pour ce que lui considère comme la priorité. Était-il nécessaire de procéder par cette démolition anarchique? Faudrait-il transiger? Vous savez, la loi est dure, mais c'est la loi. Et reste la loi. Je crois qu'on serait ailleurs, on se poserait la question sur le process, mais dans le contexte congolais, je pense qu'à un moment donné, il faut aller dans le dur. L'une des plus grandes faiblesses aujourd'hui, c'est de se montrer extrêmement tolérant. Et c'est ce qui fait que l'effet des chaînes continue. Ça fait très mal à la population. Justement, c'est cette propriétaire douleur, de ces maisons. C'est cette douleur qui ramène le doute méthodique, qui vous ramène à la raison et à l'ordre. Mais ce que je veux, c'est qu'après démolition, il faudra que l'État trouve un moyen de compenser un peu les victimes. On a Kinshasa est moins habité. Compenser par quel moyen? Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, en tant que l'État, il faut déloger ces gens. Vous avez construit là où il ne fallait pas, on casse et puis on vous... Donc, ça doit être vous rentrez dans ma logique. Punition. Non, une sanction. Doucement. Oui, continue. Soyons logiques. C'est vrai que j'ai dit ici qu'il faut être dans le dur, il faut casser. Mais après, je crois qu'il ne faut pas oublier le devoir philanthropique de l'État de pouvoir encadrer. On a besoin de relocaliser certaines villes. On a dit ici qu'il y a des cités qui ne sont pas comme qu'il fallait casser et reconstruire ailleurs. C'est dans le contexte. On ne demande pas à l'État d'aller remettre l'argent des gens qui sont dans l'anarchie, mais l'État aura l'obligation de reloger parce que ces gens-là vont aller se remplir au stade de martyrs avec les sinistrés. Ça encore, ça sera un problème social sur l'État congolais. C'est-à-dire qu'on a la possibilité aujourd'hui, il faut casser, mais ces gens-là, s'il y a un problème, l'État a suffisamment d'espace pour dire, écoutez, restez dans tel côté, on vous donne des espaces pour ne pas rester... Mais pourquoi commencer avec le faible? Quel faible? Puisque la situation, on la vit presque partout. Est-ce qu'un faible construit un immeuble de 3 niveaux? Vous l'appelez faible?
Guichon, Amédée. moi ce que je pense c'est que avant de commencer à démolir, des fois on peut prendre l'option de construire d'abord. Écoutez, je sais qu'on a démoli au niveau de Kitao Magasin sur les rails. C'est là que ça a commencé, bien qu'on a annoncé aussi sur la baie d'Engaliema, mais ça n'a pas encore commencé. Alors, moi je dis, regardez un peu, j'ai vu, je suis passé par rond-point Kitao Magasin, j'ai vu les engins qui étaient déployés pour cette opération, j'ai vu les agents qui étaient déployés. Il y avait plus de 100 agents déployés pour cette opération, sans compter les engins qui étaient là. Mais moi je me dis, parce que là par exemple, présentement là, Kinshasa fait face à des précipitations excessives qui font que il y a des inondations, il y a des catastrophes naturelles et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ces 2 derniers jours ici. Vous verrez que l'érosion de Lalou, en tout cas, ça a vraiment progressé, si bien que ça a pris en otage tout un quartier, parce que la route par laquelle les habitants de ce quartier-là sortaient, elle n'est plus, elle est complètement cassée. Alors moi je me dis, pourquoi ne pas déployer ces engins-là, accurer les rivières de Kinshasa qui n'ont plus de lits? Pourquoi ne pas déployer ces engins-là à réhabiliter les quartiers qui sont livrés? Je te dis, à Lalou, il y a des maisons qui sont parties. Donc, il y avait même un sous-siat qui était là, qui est parti. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça. Au niveau du bypass, croisement bypass et Lenguesa, sur la RN1, c'est cassé avec les dernières pluies. Donc je me dis, aujourd'hui, puisque jusque-là, on continue à compter les victimes des inondations à Kinshasa, parce qu'on n'a pas curé les rivières. Pourquoi ne pas mettre ces engins à curer les rivières, parce que pour éviter à ce qu'il y ait des victimes des inondations et des victimes... Encore un problème de mauvaise orientation et affectation. À vous de... les caniveaux avec les tracteurs que j'ai vus. On peut draguer, ça peut... On peut draguer. On peut essayer de draguer. C'est une solution palliative. C'est une solution palliative. C'est ça la responsabilité de la vie. Mais je me rends compte qu'Amédée s'est montré un peu plus clément que moi. Ça veut dire qu'avant de les casser, il fallait reconstruire. Les gens qui sont dans l'anarchie, il faut d'abord reconstruire pour eux. Non, ce que j'allais dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, par exemple, nous savons tous que une stratégie cette de ville délocalisation de Kinshasa doit s'étendre vers la partie Maluku. À long terme, mais solution à long terme. Quand est-ce qu'on va construire un nouveau quartier selon les normes dans cette partie-là pour dire aux gens pour lesquels on veut casser, dire, si vous cherchez une maison, on a construit tout un nouveau quartier à Maluku là-bas, vous pouvez habiter là-bas, on peut vous accorder un crédit logement et autres et tout. Voilà. Il y a quand même... Construisons d'abord avant de démolir. Mais pas chaque fois démolir et... Je rentre dans le propos d'Amédée. Quelqu'un qui a construit anarchiquement, qui est dans l'erreur? On commence par casser. La meilleure solution aussi pour décongestionner Kinshasa, c'est commencer par enlever ceux qui occupent la chaussée, ceux qui construisent sur les caniveaux. Non, mais c'est ça le problème, c'est votre problème. C'est lui. Non, c'est mon problème. Il y a un principe, C'est lui qui construit chez autrui. Construit pour autrui. Vous avez construit dans l'espace de l'État, il vous casse, vous avez construit pour lui, il décide de casser son. Très bien. Alors, mais cet État-là, c'est mon complément. Pour moi, de manière directe, puisqu'on a cassé le côté régalien de l'État, c'est il y a de l'espace à sceller. Chacun aille construire là-bas. Quitter la ville, on veut décongestionner les grands espaces. Moi, je me dis que ce n'est pas une première. Justement. Cette opération de destruction de maisons construites vous construisez les politiques anarchiquement, ce n'est pas une première. Qu'est-ce qui rassure qu'il n'y aura pas récidive après avoir détruit? Ces gens ne reviendront pas. Puisque ce n'est pas une première. C'est un sérieux problème. Oui, ce que vous dites est vrai. Et la nature a horreur du vide. On casse, on ne fait rien après. Oui, même les gouverneurs folkloriques ont cassé. Hein. Qui vous appelez gouverneur folklorique? Kimbuta a eu son opération de démolition. Ngobila également a eu son opération de démolition. Chacun a démoli. Ce que moi je conseille aujourd'hui, c'est le gouverneur Daniel Bumba de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut que ça continue, il faut qu'on démolisse également à la baie d'Engaliema. Il faut que, pour moi, et je le dis en insistant, il faut que le quartier Ndanou disparaisse. Il faut que ces habitants-là soient relocalisés ailleurs. Mais là où il y a un vrai problème,
et c'est là où la responsabilité de l'État est très engagée, c'est que ces gens à qui on a démoli des maisons, ils détiennent des livrets de titres de propriété. Délivrés par l'État. C'est-à-dire que la responsabilité de l'État elle est partagée. Non, elle n'est pas partagée, elle est très engagée. Comment est-ce que l'État a pu accepter que les gens puissent construire sur les rails? Comment est-ce que l'État a accepté que les gens puissent construire sur les caniveaux? Le ministère des Affaires foncières, le ministère de l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Ces cocktails-là doivent être revus. Tous les services de renseignement, des services d'intelligence, voilà. Les services d'intelligence devaient se dire que là, on ne peut pas construire et tirer la sonnette d'alarme. Donc je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité de l'État est tellement engagée que la construction de nouveaux quartiers pour la délocalisation des habitants, notamment du quartier Ndanou, s'impose de soi. Il faut que l'État puisse construire ce quartier. À l'exemple des quartiers Maman Mobutu, Cité Maman Mobutu, Cité Verte, les expériences existent. Ce n'est pas que c'est pas nouveau pour le Congo. Il y a eu déjà une expérience. Il faut quand même de moyens pour y arriver. Pas de moyens colossaux. Et la situation actuelle du pays. Et puis il y a des partenariats publics-privés qui peuvent permettre. Est-ce que la situation actuelle du pays, c'est une question. Cité du fleuve. C'est une question Rébon. Toutes les cités construites avec le partenariat public. Question Rébon. Gardi Diana. Oui. C'est moi qui accorde la parole. Question Rébon à cette orientation, suggestion donnée par M. Bienvenu. Est-ce que l'État a suffisamment de moyens pour se lancer vers la construction de cette nouvelle cité afin de pallier le problème? L'Angola s'était donné le défi de construire plus d'1 million de logements sociaux. Il en a construit 900 000 à l'Angola. Ils ont résolu pas mal ce problème. Oui, mais l'Angola, ce n'est pas la porte à côté. D'habitation. Le budget, il est important. Justement, c'est à côté. Nous avons le moyen, nous avons beaucoup de moyens. En termes de budget, suivez mon regard. Nous avons peut-être potentiellement beaucoup plus de moyens que l'Angola. Donc, nous avons ce qu'eux ont et plus encore. Pour revenir à la question, le gouverneur Bumba a détruit, c'est dans la concession Onatra, dans le souci de permettre la circulation, la mobilité de la population, très bien. Mais juste derrière nous, le ministère des Affaires foncières a construit à moins de quelques mètres de rails. On n'a pas... Il faut démolir ces ministères. Il n'y a pas de lisibilité dans l'action du gouverneur. Il y a l'usine d'Engaliema, Régie des eaux, l'usine d'Engaliema derrière le Tex Africa, qui fonctionne difficilement aujourd'hui du fait de l'occupation de la baie, et qu'au jour d'aujourd'hui, pour capter l'eau, il faut aller encore plus loin. Et quand il y a de pluie, nous avons des inondations, parce qu'il y a des têtes couronnées de ces pays, ont décidé de prendre même l'espace du fleuve. Pourquoi Bumba n'a pas commencé là-bas? Parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de presque 500 000 mètres cubes jour dans la production de l'eau. Les Kinois n'ont pas d'eau. On commence à Kitambo, très bien. Mais la baie d'Engaliema qui est en train de tuer une usine construite avec le fonds des Japonais, pas les fonds congolais, les fonds des Japonais. Une usine moderne ici à côté, la coopération japonaise. Est-ce que ce n'était pas la priorité? Si on doit établir l'ordre des priorités, je pense qu'on ne nous amène pas dans le folklore, parce qu'on a entendu, je ne confirme rien, qu'il y aura des Libanais qui construiront à cet endroit-là. Il y aura des contrats d'amphithéose. Si c'est le cas, alors je dis, nous tous ici, nous sommes on est en train de perdre notre temps, on chasse les Congolais pour, j'ai dit, hein, c'est au conditionnel. Si c'est le cas, vraiment, on serait en train de perdre notre temps ici, à parler de choses qui ne seraient pas vraies. En fait, à ce niveau-là, la question sur on a une caricature après. Oui, je prends en quelques secondes. Il parle de l'usine de la Régie des eaux. Ok, ça c'est un problème. Il faut d'abord établir la responsabilité du gouverneur en ce qui concerne la délivrance des titres fonciers. Le gouverneur est intervenu dans des zones où, parce qu'on veut renouveler le chemin de fer. C'est ça l'objectif. Mais écoutez, il faut dégager les espaces pour remettre le train. Diana, oui, ça veut dire que vous avez posé la question de priorité. Il faut définir. Il faut aussi prévenir les catastrophes. Mais c'est ce que je dis. On ne peut pas vivre dans cette ville sans eau. Parce qu'il a parlé d'un problème de lisibilité. Ouais. Sur la lisibilité à ces niveaux-là, moi je ne vois pas, parce qu'il a déjà annoncé le besoin, c'est de remettre, pour décongestionner Kinshasa, il faut remettre le chemin de fer. Et c'est ce qui fait que tous ceux qui sont anarchiquement dans les espaces de l'ONATRA qui empêchent à ce que le chose soit fait de manière convenable, il avait promis, cette mesure-là a été annoncée, il avait déjà dit qu'il le fera. Peut-être après,
il verra l'usine de Écoutez, traitement d'eau. il faut tuer quelque chose qui existe, parce que cette usine, si ça continue comme ça, l'usine va cesser Ça, de c'est fonctionner. l'alerte. Mais S'il vous plaît, l'usine fonctionne encore. le rail, le train a cessé de passer à Kitambo Magasin. D'ailleurs, ça partait dans le temps de Kintsuka jusqu'à la gare centrale. Non, on veut le peut remettre. pas, s'il vous plaît. Mais on a déjà un outil, quelque chose qui sert. On a qui est plus en train à de gagner mourir. en On a sauvant plus à l'usine gagner en qu'en sauvant les rails remettant qui le n'existaient trafic pas, c'est ou pas à sauver selon une usine. Cette usine, C'est ça fonctionne le encore. raisonnement. En fait, il est en train d'alerter qu'il est possible que l'usine ferme. Mais je sais de quoi je parle. Son Cette alerte usine est prise en est compte. train Mais de ici, il s'agit souffrir d'un projet aujourd'hui. structurant qui existe Diana. pour sauver. Nous, on prend l'embouteillage. Diana. Les véhiculés, moi, je suis piéton. Diana. Nous, on aura besoin de quitter Lupin par train. Chungu, Si c'est possible. on est en train Donc, de c'est pas un tuer problème de lisibilité, c'est une question de qui priorité. Ça dessert arrivera. une partie Et que le gouverneur de prenne l'Ouest juste de en compte Kinshasa. l'alerte de On certains aurait beaucoup plus à gagner à faire une action coordonnée, objective, en sauvant ce qui existe. On l'a fait avec l'argent des autres, pour rappel. Très bien. Alors, Il y a des actions qu'on s'il vous plaît, on ne peut ne pas se permettre de prendre cette caricature. Je préfère vraiment le dire ainsi, et ça sera en une seconde, s'il vous plaît. Elle apparaît derrière moi. Rapidement, on va la commenter, puisqu'on a dépassé largement, en une seconde, on a dépassé largement. Je vais donner la parole à Médé, puisqu'il est resté silencieux. À Médé, rapidement, s'il vous plaît. On doit finir cette émission. Oui, la caricature met deux véhicules côte à côte. On voit un véhicule avec une plaque d'immatriculation Assemblée nationale et l'autre cour Constitutionnel. Cour constitutionnelle. Oui. Voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est par rapport, en fait, ça renvoie à la question, La guéguerre qu'il y a au sur le dossier sujet. Matata sur la levée ou pas de ses immunités. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que... Pour qu'à garder votre bande. Bon. Voilà. Moi, ce que je peux dire aux deux institutions, c'est qu'elles puissent contribuer, toutes les deux institutions contribuent à la manifestation de la vérité dans ces dossiers Bukanga-Lonzo. Voilà ce que je peux dire. Merci. On va se quitter avec cette dernière phrase, ou ces derniers propos d'Amédée Mouarabou. Merci à vous d'avoir été là. Prochainement, vous aurez le temps de commenter tous la caricature. J'ai la pression de Diana, j'ai la pression de la régie. Allez, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Et la suite, c'est au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.